2, 1, 2. Yes. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Super. Bon, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, il y a 4-5 ans, il y a quelques personnes, il y a peut-être même beaucoup de personnes qui étaient réticentes à faire des paiements sans contact. Alors pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de prendre une carte, de la mettre dans le lecteur et de s'authentifier avec un code à 4 chiffres pour dire « Ok, c'est bien ma carte, c'est bien moi qui veux faire le paiement ». Sauf qu'avec le paiement sans contact, n'importe qui a votre carte peut venir faire des paiements à votre place finalement. Donc ça faisait peur, ça fait encore peut-être peur à certains aujourd'hui, mais en 2020, du coup, il y a un truc qui est arrivé, qui a chamboulé un petit peu les habitudes. Je vous refais pas le topo, hein, je pense que tout le monde s'en souvient. Il y a différentes choses qui ont été mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il y a eu les petites croix sur le sol pour éviter que vous soyez trop près de la personne en face de vous dans les files d'attente. Il y a eu les papiers qu'on devait signer nous-mêmes pour s'autoriser à sortir. Et il y a les commerçants qui ont commencé à encourager le paiement sans contact pour que vous évitiez de toucher le même appareil que les 30 gars avant vous. En plus de ça, le plafond de paiement sans contact est passé de 30 à 50 € pendant cette période-là, ce qui a encore plus encouragé ce comportement. Alors, petit sondage, là, dans la salle, qui paye régulièrement en sans contact? Voilà, parce que le constat est clair. Et qui sait vraiment comment ça fonctionne un paiement sans contact? Parfait. Voilà, ça reste une grande question. On sait que globalement, il y a un appareil qui va chapeauter tout le processus de paiement, un terminal de paiement. Et il y a votre carte. Donc la carte, qu'est-ce que c'est? C'est un bout de plastique avec une puce et une antenne extrêmement plate qui l'entoure et qui sera alimentée quand l'appareil va émettre un champ magnétique. Mais comment la carte, elle va donner les informations au terminal de paiement? Ça, c'est une bonne question. Et surtout, si on parle de paiement en NFC, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'on a tous dans nos poches un appareil qui a une antenne NFC, qui est relativement facile à programmer, et avec lequel on va pouvoir aller lire des informations de la carte? Comme notre téléphone, par exemple. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine Robier, voici Loïc Fallon. Bonjour à tous. On est développeur chez Worldline, dans un département qui fait essentiellement du mobile. Donc on fait de l'Android, on fait de l'iOS, un petit peu de Flutter. Alors Worldline, c'est une société qui est surtout connue pour le paiement. Vous avez peut-être déjà vu le logo quand vous commandez sur Internet, sur certains sites, ou alors sur des terminaux de paiement des fois. On a un produit chez Worldline qui s'appelle l'Open Payment. Donc ça traite encore des cartes bancaires. C'est en gros dans certaines villes, à Tours je pense pas, mais vous pouvez monter dans le bus ou dans le tram et valider votre titre de transport directement avec votre carte bancaire. Donc en fait votre carte bancaire devient votre titre de transport et notamment lors des contrôles. Donc quand un contrôleur monte dans le tram et annonce voilà contrôle des billets, machin, vous sortez votre carte bancaire et il a un appareil Android qui va venir passer devant votre carte, qui va lire des informations sur votre carte et qui va être là où il va être capable de dire si vous êtes en règle ou non. Donc c'est une solution qui est déployée dans des villes comme Dijon, Lyon, Aix-en-Provence. Mais quand on est allé à Rennes là, récemment, on a vu que c'est pas Worldline, mais c'est une solution qui est un peu équivalente. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut faire communiquer son smartphone et sa carte de crédit, ou plus intéressant, son smartphone et la carte de crédit de quelqu'un d'autre. Mais ça, on va y revenir par la suite. Alors Loïc, les échanges bancaires, tout ça, c'est un peu le cirque, hein, on fait ce qu'on veut. Non, pas du tout. Détrompe-toi. Les échanges bancaires sont normés. Par exemple, on a l'ISO 1443. Donc, ça va être un standard international de communication sans contact pour l'identification et les protocoles de communication de ta carte. Pour résumer, ça va définir comment doit être et comment va fonctionner notre carte. L'ISO 1443, il est composé de 4 couches. La première, c'est la couche physique, donc comment est notre carte, à quoi elle doit ressembler. La seconde, ça va être l'interface de fréquence radio, la fréquence sur laquelle notre carte doit émettre. L'activation et l'anti-collision, quand est-ce que notre carte doit envoyer des informations et éviter d'en envoyer sur le mauvais terminal. Et la dernière couche, celle qui va nous intéresser, les protocoles de transmission. Donc, quel protocole va être utilisé par notre carte. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est que les protocoles ici seront RFID et NFC.
On va aller un peu plus loin dans les normes. On a la norme EMV. Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire ou ce que ne veut pas dire EMV? C'était sûr. Antoine? Excuse-moi. Presque. Europay Mastercard Visa. Donc l'EMV, c'est un standard international de sécurité des cartes de crédit et des paiements sans contact. Donc comme on l'a dit, son nom vient de Europay Mastercard Visa et ça a été rejoint après par GCB International, American Express, Discover et UnionPay. Les caractéristiques de l'EMV qui vont nous intéresser ici, on aura l'interopérabilité internationale, donc le fait que votre carte fonctionne de la même façon ici en France ou à l'étranger. La vérification et le chiffrement, donc vos données sont stockées dans la puce et sont chiffrées de manière locale et les transactions que vous allez faire vont également être vérifiées en local. Ce qui va empêcher par exemple d'avoir plusieurs transactions douteuses à la suite. Et la dernière, c'est la gestion du multi-application. Une application, ça va être la fonctionnalité d'une carte. Donc par exemple le retrait, le paiement différé, le paiement sans contact. C'est le fait d'avoir toutes ces applications d'une seule et même carte et d'éviter d'avoir une carte pour chaque application et donc un portefeuille énorme. Donc comme je viens de le dire, avec le MV, les informations dans la carte sont uniformes pour chaque carte bancaire. Mais quelle information retrouve-t-on? Comment est-ce qu'on y accède? C'est ce qu'on va voir maintenant. Parmi les informations, on va retrouver la PAN, le PAN, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la date d'expiration, la transaction et le facteur de forme. Le facteur de forme, ça va être le support utilisé. Donc ça peut être une carte bleue, un téléphone, une montre, ou plus exotique, un frigo. Chez Mastercard, typiquement, un frigo est un moyen de paiement. Donc la carte est composée d'un ensemble de schémas d'informations qu'on va venir récupérer via des commandes APDU, et c'est dans ces schémas d'informations qu'on va récupérer nos informations qui nous intéressent ici. D'ailleurs, en parlant de schémas d'information, je vous ai un peu menti, j'ai dit que les schémas d'information étaient uniformes entre toutes les cartes. C'est pas totalement vrai, puisque pour le paiement sans contact, Mastercard n'a pas réussi à se mettre d'accord avec les autres organismes, et donc il va falloir adapter un peu nos requêtes pour pouvoir récupérer les informations qui nous intéressent. Donc je viens de parler de commande APDU. Antoine va se charger de vous expliquer après ce que c'est. Mais avant, je vais vous expliquer les types de réponses de notre carte bleue. Donc notre carte bleue, quand on va venir l'interroger, elle va nous renvoyer ça. Ça me paraît relativement compréhensible. Non, je pense qu'il faut que tu expliques quand même un peu. Quelqu'un sait ce que veut dire TLV? On va le garder lui. Ouais. Quelqu'un sait ce que ne veut pas dire TLV? On va le faire dans ce sens-là plutôt. Mauvaise réponse seulement. Ouais, vas-y, c'est quoi? Le trésor de la vie, ça marche aussi. Donc comme ça a été dit, TLV c'est pour tag lens value. Donc on va avoir dans un premier temps notre tag, son nom, ensuite sa taille, puis les valeurs. Donc dans notre exemple ici, on aura le tag 111 d'une taille de 42 et les 42 prochains bytes seront la valeur de notre tag 111. Petit détail, un tag peut en cacher un autre. On peut retrouver un tag dans le premier. Donc on peut avoir, donc toujours dans l'exemple, on a le tag 111 d'une taille de 42 qui contiendra un tag 124 d'une taille de 114 et ainsi de suite. Est-ce que jusque-là vous avez des questions? Parfait. À toi Antoine. Parfait, merci Loïc pour toutes ces informations très précises sur le sujet. Maintenant on va parler de la clé de tout dans les échanges, c'est la communication. Donc Loïc nous a mentionné que le dialogue entre la carte et le téléphone allait se faire au moyen de commandes APDU. Alors quelqu'un sait à quoi ça ne correspond pas, le sigle APDU? Des idées? Pardon? Alors, APDU, le vrai sigle APDU, c'est pour Application Protocol Data Unit. Mais ça ne va pas vous avancer beaucoup plus, donc on va expliquer davantage ce que c'est en prenant un exemple par la suite. En fait, ça va être une suite d'octets qu'on va envoyer à la carte, et la carte va nous répondre avec une suite d'octets. Donc tout ça, c'est encore une fois normé, et je vous montre un exemple. Voilà, ça c'est une requête qu'on peut envoyer à la carte et qui va fonctionner.
Donc je vais vous expliquer à quoi correspond chaque octet. Vous allez voir, c'est pas si difficile que ça en a l'air. C'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Le premier octet, ça va être la classe d'instruction. Et le second, le code d'instruction. Donc les deux premiers octets, ça va correspondre, je vais faire souvent le parallèle avec le protocole HTTP, puisque c'est peut-être un truc qui vous parle plus. Ça va correspondre au type d'instruction qu'on va envoyer. Ici, c'est un select. C'est la même chose que sur les requêtes HTTP. Vous pouvez faire des get, des post. Là, le type, c'est select. 00 à 4. Je vous en ai mis d'autres. Bon, ça ne va pas nous servir ici, mais on peut faire un read record, un get processing options avec différentes combinaisons d'octets. Les deux suivants, ça va être les paramètres qu'on va être capable de passer en plus du type d'instruction. En imaginant que, parce que les requêtes APDU, on peut les utiliser sur la carte, mais on peut les utiliser en communication Bluetooth avec plein d'autres appareils, par exemple, ou NFC avec plein d'autres appareils. On peut imaginer dire, voilà, définis le niveau de log que tu veux sur un TPE ou sur un appareil, et passer en paramètre une valeur qui va correspondre au niveau de log concerné. Donc là, les 4 octets qu'on a vus jusque maintenant, c'est les octets obligatoires à passer dans des requêtes APDU. Tout ce qui va suivre, c'est des choses qui vont dépendre du type de requête que vous allez envoyer. Avec notamment ici la longueur de la donnée. En gros, on va envoyer une donnée qui a une certaine taille et il faut préciser avant d'envoyer la donnée quelle longueur elle va avoir. C'est le même principe que le content length sur le protocole HTTP. On va dire attends-toi à ce que la donnée que tu reçoives fasse cette taille-là. Ici, c'est 0E. 0E pour les pros de l'Exa, ça fait 14. Merci. Bon, alors je vous laisse compter, il y en a bien 14, je ne refais pas le détail. Donc là, la donnée qu'on envoie, c'est la chaîne de caractères 1P6DDF01. Alors si vous êtes intéressé par les commandes APDU et tout ça, ça va vous servir beaucoup d'être pro des mots codés, puisque là, si vous pouvez regarder le 31, il est au début et à la fin, il correspond au caractère 1. Si vous voulez, vous allez vous éclater à débugger ça. Et le petit dernier, ça va être la longueur attendue de la réponse. C'est un paramètre qui est obligatoire dans le cadre d'un select ici. Nous, on va s'attendre à avoir une réponse qui fait plus que 0. Et ici, je ne sais pas pourquoi, on est obligé de passer 0 dans ce cas-là. Donc je ne suis peut-être pas très bon en requête APDU, mais au moins je suis honnête. Et voilà pour la requête qu'on envoie. Concernant le format de la réponse, c'est moins compliqué. Toute la première partie de la réponse, ça va être ce qu'on va appeler le body de la réponse. Ça va contenir donc le format TLV dont parlait Loïc tout à l'heure, avec un tag au début, une longueur et une valeur derrière. Et la deuxième partie, c'est le statut de la réponse de la requête. Donc ici, comme en HTTP, on reçoit des codes 200, des codes 403 pour définir comment s'est passée la requête. Ici, on va récupérer un code 9000 qui veut dire « Ok, tout s'est bien passé ». Ouf. Alors, donc là on connaît le format TLV, on en a parlé un petit peu avec Loïc. On sait envoyer un message APDU, on sait globalement sous quel format on va avoir les réponses. Mais du coup, est-ce que tu sais Loïc ce qu'on va dire à la carte pour qu'elle nous donne son numéro? Tu peux tenter une formule de politesse, s'il te plaît, ou un truc comme ça marche. Ouais, je suis pas sûr que ça va suffire, malheureusement. Dommage. On va avoir deux protagonistes pour l'échange. Ici, donc, on va avoir le terminal de paiement, donc c'est-à-dire notre smartphone, et la carte. Le premier message qu'on va envoyer, ça va être le PSE. PSE, c'est pas pour... c'est pas mal. C'est pour Payment System Environment. En gros, on va dire à la carte, donne-moi les applications que tu sais supporter. Les applications, Loïc en a parlé tout à l'heure, c'est l'émetteur d'une part, donc CB, Visa, et le type d'opération qui vont être autorisées sur la carte, comme les paiements différés, les autorisations de paiement quand vous faites une location de voiture, par exemple. Et c'est ce qui fait, par exemple, que quand vous faites un paiement en insérant votre carte, parfois, suivant certaines cartes que vous avez, l'appareil va vous demander quelle application vous allez vouloir utiliser. Est-ce que vous voulez faire un paiement immédiat ou un paiement en plusieurs fois? Donc, la carte nous répond, voilà la liste des AID, Application ID que je supporte. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que notre boulot, ça va être d'en choisir un.
Donc là, nous, pour la démo qu'on va vous faire juste après, on a pris le premier qui vient. Mais on peut imaginer mettre en place des algorithmes de sélection avec des priorités. Là, typiquement, pour l'application des contrôles dont on parlait tout à l'heure, on utilise la même règle de priorité que les valideurs qui, du coup, vont autoriser les paiements quand les voyageurs montent dans le bus. Ce qui est plutôt sympa parce que si vous payez avec votre carte et qu'on enregistre un numéro de carte sur une transaction, quand le contrôleur passe, il faut qu'il arrive à retrouver le même numéro, sinon ils vont être un petit peu embêtés. Alors suite à ça, la carte nous répond avec son pédole. Pédole, qu'est-ce que c'est encore que ça, Loïc? Un professeur d'orthographe latin. Et non. Pédole, c'est pour Processing Option Data Object List. En fait, ça va être une suite d'octets que la carte va renvoyer et qui vont correspondre à des noms de paramètres qu'il va falloir renvoyer, dont il va falloir renvoyer les réponses dans le même ordre que ce que la carte nous a envoyé. Alors c'est compliqué à expliquer, mais vous allez voir qu'avec un exemple, c'est pas si compliqué. Si on demande le pédole de la carte et qu'elle nous donne 5F2A, 9F1A, 9A, 9F21. Si on regarde un petit peu la documentation des protocoles EMV, on se rend compte que 5F2A, ça correspond à la devise, 9F1A au pays, 9A à la date et 9F21 à l'heure. Donc super facile, hein, c'est des questions qui sont quand même relativement simples, on va être capable de répondre. Nous on va répondre, du coup ici on est en France, on va répondre euro, France, 8 février 2024 et 13h50, bon là il n'est pas tout à fait 13h50 mais voilà, 13h46 admettons. Le truc c'est, on parle en tableau d'octets, on envoie des listes d'octets, donc comment on va traduire ça en octets pour l'envoyer à la carte? Et bien encore une fois, les choses sont bien faites parce que c'est normé. On a la norme ISO 4217 qui définit des entiers pour les devises. Par exemple, si vous allez à Aruba, c'est une petite île à 50 km au nord du Venezuela, vous allez pouvoir acheter avec des florins arubais, et les florins arubais, c'est 533. Nous, en Europe, c'est l'euro c'est 978. Bon, je les connais pas tous par cœur, si ça vous intéresse, vous allez chercher la norme ISO 4217 et vous avez une liste de toutes les devises qui existent avec les codes associés. Pour les pays, c'est pareil, c'est la norme ISO 3166 et vous avez du coup la liste des pays avec les codes qui sont associés. Et nous, en France, c'est 250. C'est pas le même que le code de devise, ce qui est relativement pratique avec les florins arubais, puisqu'ils ont le même code de devise et le même code de pays. Mais nous, on est plusieurs pays à pratiquer, à échanger l'euro, alors que les florins arubais, je pense qu'il n'y a que à Aruba qu'on en trouve. Si je passais une slide, excusez-moi. Et pour la date, du coup, je pense que les fins esprits que vous êtes ont tout de suite remarqué juste la petite inversion qui est faite. On envoie l'année, le mois, le jour, et pour l'heure, on concatène l'heure, les minutes et les secondes. Et ce qui nous fait une suite d'octets 0978, 0250, 24 02 08, 13 50 et le numéro complémentaire 00. Donc ensuite, avec ça, on va envoyer une commande Get Processing Options avec en body cette suite d'octets qu'on vient de construire. Et là, magie, la carte nous répond avec plein de valeurs au format TLV, dont la date d'expiration, le facteur de forme et le PAN, le numéro de la carte. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet avec une implémentation concrète sur Android présentée par Loïc. Merci beaucoup, Antoine. Donc maintenant, l'implémentation Android. On va découper ça en 3 grandes étapes. La première, la mise en chasse du NFC, puis la liaison avec la puce de la carte et l'envoi et la réception de nos données. Donc on va commencer avec la mise en chasse du NFC. Donc pour mettre en route l'antenne NFC, on va utiliser la classe NFC Adapter. Donc c'est une classe qui est disponible dans le SDK Android et il suffit d'appeler le getDefault Adapter avec le contexte pour récupérer une instance. Une fois qu'on a récupéré cette instance de NFC Adapter, on va pouvoir utiliser la méthode EnableReaderMode. Donc c'est elle qui va nous permettre de mettre le téléphone en chasse, d'activer l'antenne NFC. On va lui passer en paramètre l'activity pour lier notre activity avec l'antenne NFC. Comme ça, si jamais on arrête l'activité, l'antenne NFC se coupe également et ça évite de continuer à capturer des tags NFC comme ça.
Ensuite, on va passer la callback de succès, si jamais on arrive à trouver un tag. On va également passer les flags de technologie, donc ici NFC-A, NFC-B, puisqu'on veut essayer de capturer un maximum de cartes possibles. Et le dernier paramètre, c'est les extras. Ici, on a passé nul, ça ne va pas forcément nous importer. Et donc, dans notre callback, on va appeler la méthode qui va gérer justement notre tag. Donc, comme vous pouvez voir, en même pas 10 lignes, on peut activer l'antenne NFC et commencer à capturer des tags. Étape 2, la liaison avec la puce de la carte. On va encore utiliser une classe qui fait partie du SDK Android. On va utiliser la classe ISODEP. ISODEP, c'est une classe qui va nous permettre de créer une connexion avec notre tag. Ça n'a rien à voir avec Pirates des Caraïbes, hein, du coup. Rien à voir. Donc la classe ISODEP, on peut voir ça un peu comme un tunnel de connexion entre le lecteur, notre téléphone, et le tag de la carte. On va ici le mettre en variable globale, comme ça on pourra ensuite l'utiliser dans différentes fonctions. On a ensuite notre fonction processTag qui prendra en paramètre le tag qu'on aura trouvé avec le NFC avant. On va venir instancier avec la méthode get le tunnel de connexion avec notre tag. On va ouvrir le tunnel avec la fonction connect et on va définir la timeout. Donc si la carte ne nous répond pas au bout de 3000 millisecondes, on coupe la connexion, on peut passer à autre chose. Bien sûr, on encapsule tout ça dans un try and catch pour éviter que si jamais le téléphone s'éloigne, qu'on perd la connexion avec le tag, l'application crash. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut commencer nos échanges avec la carte. Ici encore, en une dizaine de lignes à peu près, on peut commencer à communiquer avec notre carte bancaire. Donc jusqu'ici, c'est pas trop compliqué. Étape 3, l'envoi et la réception. Donc maintenant, je vais vous présenter un ensemble de fonctions qui vont nous permettre de communiquer plus facilement avec nos cartes pour éviter d'avoir une fonction de 10 000 lignes, puisque c'est du code qu'on va réutiliser assez régulièrement. Donc dans un premier temps, on a la fonction sendCommand, donc celle qui va nous permettre d'envoyer les commandes APDU que nous a présenté Antoine avant. Elle prend en paramètre le tableau de bytes, donc la commande APDU, et nous renverra une APDU response. Pour ce faire, on va utiliser la méthode transive de la classe ISODEP, en lui passant une commande APDU. On va venir unwrapper la réponse pour récupérer seulement la réponse si elle n'est pas nulle. Si elle est nulle, on va venir lever une erreur. Et dans la callback, on va pouvoir commencer à parser le résultat. Donc pour l'envoi de commande, 5 lignes. Ça va. Sauf qu'à hauteur de 5-6 commandes de APDU à faire, ça commence déjà à chiffrer. J'ai parlé de l'APDU response, on va voir ça un peu plus précisément. Donc pour simplifier encore la tâche, on a créé une classe APDU response qui nous permettra de manipuler plus facilement les réponses APDU que nous renverra notre carte. Donc on va retrouver en paramètres MSW1 et MSW2 qui seront le statut de la réponse. Et ensuite notre data. Donc ici une liste de TLV tags. C'est quoi les TLV tags, Luc? T'es impatient. Ouais, je sais. Donc le TLV tag, ça va être une autre classe qu'on a créée pour se simplifier la vie, qui correspond au tag TLV qu'on a vu tout à l'heure. Donc on y retrouve le nom de notre tag, sa taille, ses datas au format byte array, puisque dans certains cas on doit réutiliser la valeur d'un tag pour créer une commande. Et ensuite on a le paramètre children, donc qui est elle-même une liste de TLV tags, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, un tag peut en cacher un autre. Et donc voici nos deux objets dont on servira juste après. Maintenant, on va voir la fonction getResponse, donc celle qui va nous permettre de passer de notre réponse APDU en byte array en APDU response. Dans un premier temps, on va venir créer une instance d'APDU response. On va venir vérifier si sa taille est supérieure à 2. Si elle est égale à 2,
ça veut dire qu'on a juste les statuts de réponse et pas de valeur. Si elle est inférieure à 2, on va commencer à s'inquiéter. Donc à l'intérieur de ce if, on va venir copier le tableau de bytes et on va venir le parser pour l'affecter à notre objet au paramètre data. Et ensuite, on va pouvoir venir récupérer les 2 bytes de réponse. De statut, ouais. De statut. Et on va venir faire une vérification avec le 00FF. Donc pour le parsing, ça prend toujours une dizaine de lignes, fois les 80 tags qu'on doit récupérer. Déjà pas mal. Maintenant, on va passer au parsing de nos tags TLV. Donc comment passer d'un byte array à une liste de TLV tags. Donc en paramètre, on va avoir la data qu'on voudra parser. On aura également une liste de tags TLV, puisque comme vous l'avez compris, un tag peut en cacher un autre, et on a affaire ici à de la récursivité. Donc on va directement passer notre tableau en paramètre de la fonction pour qu'il puisse évoluer avec le temps. Donc dans un premier temps, on va venir instancier notre tag. On va venir récupérer le premier byte et le second qui équivaut au nom et à la taille. On vient ensuite ici récupérer la valeur de notre tag, la mettre dans value, et ensuite rappeler la méthode parseTLVData pour venir récupérer les tags à l'intérieur de celui-ci. Et une fois qu'on a récupéré tout ça, on peut l'ajouter à notre liste et la retourner. Donc ici, on a un peu simplifié le schéma, puisque sinon, on a beaucoup plus de vérifications pour des tags sur plusieurs bytes et ainsi de suite. Mais dans l'idée, on est sur le process. Ouais, il y a 0 gestion des erreurs là, dans le code qu'on vous présente, hein, mais c'est déjà assez dense comme ça. Donc, ouais, dans tous les cas, on ne fait pas d'erreur, donc ça passe. Pour finir, on va voir la méthode buildSelectID command. Donc Antoine vous a montré comment créer une commande APDU. Eh bien, on va voir comment créer la commande APDU pour sélectionner une ID. On va venir dans un premier temps instancier un byte array output stream dans lequel on va pouvoir écrire à la volée les différents composants de notre requête. Donc dans un premier temps, on va écrire l'instruction select 00A4. On va y passer les paramètres d'instruction 0400 puis la taille. Donc la taille de la valeur par la suite, donc la taille de notre ID. Ensuite, on va pouvoir y passer nos valeurs et le petit paramètre LE dont on parlait tout à l'heure pour la taille de la réponse. on ne sait toujours pas pourquoi c'est 0. Mais c'est 0. Et à la fin, on peut renvoyer tout ça au format byte array. Donc j'espère que j'ai pas été trop long et que je vous ai pas trop ennuyé avec tout ce flot d'informations. Mais vous pouvez au moins vous satisfaire en vous disant que la personne qui vous a volé vos données s'est donné un peu de mal. Si on doit résumer du coup ce que Loïc nous a présenté, on a fait donc la première étape qui était démarrer la chasse sur le téléphone. Une fois qu'un tag s'approche, on crée le tunnel pour pouvoir communiquer avec. Et après, on a créé des outils pour envoyer, recevoir des données, construire des commandes, parser les réponses. Il n'y a plus qu'à. Je vous remets juste le petit schéma final que je vais réexpliquer en 2 secondes. On dit à la carte, donne-moi les applications que tu supportes. Elle nous renvoie les applications supportées. On en choisit une, on fait un select sur cette application-là. La carte nous renvoie son PDOL qu'on doit construire. Donc c'est les fameux paramètres dont on doit construire les réponses. Et on fait un get processing option avec ces réponses pour récupérer des infos, notamment le numéro de la carte. Au niveau implémentation avec les outils de Loïc, c'est extrêmement facile, puisque du coup ici, on va construire la commande PSE en premier lieu. On va utiliser le send command pour l'envoyer. Si la réponse est en succès, donc si son statut est 9000, on va aller parser les AID dans la réponse. On choisit le premier. Ensuite, avec l'ID qu'on a sélectionné, on va construire la commande select, celle que j'ai présentée au début. On utilise toujours la méthode setCommand et le isSuccess pour savoir si c'est bien 9000 au niveau de la réponse. Et on va aller parser dans la donnée qui est renvoyée, le PDOL.
Au final, on va avec generate payload, donc tout ça c'est du pseudocode, hein, bien sûr, on n'a pas détaillé tout ce qu'il y a à faire, mais on va générer le PEDOL pour répondre au PEDOL de la carte, on va générer la réponse du PEDOL, et on va construire la commande get processing options avec en body le PEDOL qu'on a généré. Et au final, on l'envoie. Et donc du coup, dernière étape, si c'est un succès, on n'a plus qu'à aller parser les informations de la réponse et aller récupérer celle qui nous intéresse, à savoir le PAN. Allez, je suis sûr que vous avez envie de savoir si ça marche pour de vrai, ça. Donc on va vous faire une petite démo en live. Normalement, vous voyez le téléphone, c'est parfait. Donc en fait, on a un téléphone ici qui est un téléphone Android classique, hein, c'est un OnePlus. Faut savoir que les contrôleurs, eux, ils ont des téléphones qui sont durcis, qui sont avec une grosse batterie, qui ont des puces qui sont plus balèzes et qui, du coup, font un peu peur hein, quand on les voit arriver avec les gros bazars. Qui ressemblent à une brique, littéralement. Qui ressemblent à une brique, voilà. On n'a pas envie d'aller les embêter. Mais donc, du coup, ça marche aussi sur des téléphones classiques. Donc là, j'ouvre mon application. Vous devez voir ici, voilà. On va se mettre en situation réelle. Monsieur, contrôle des titres de transport, s'il vous plaît. Évidemment. Donc là, on a une carte qui est une carte factice. En fait, une carte factice, c'est comme une vraie carte, sauf qu'elle n'est pas liée à un compte bancaire. Donc elle a quand même des informations qui sont stockées dessus, mais il n'y a pas de vrai compte bancaire derrière. Donc là, hop, je lance le scan, je l'approche, et j'ai la carte qui s'affiche. Alors la carte qui s'affiche, oui, avec des dièses au milieu. Pourquoi avec des dièses au milieu, Loïc ? Peut-être parce qu'on n'a juste pas les certifications. Parce que pour ce genre d'application, quand on veut vraiment traiter avec des numéros de carte, on est obligé d'avoir des certifications. Là, pour ce type d'application, on n'a pas besoin d'avoir plus de numéros de carte pour vérifier que c'est la carte d'un usager en particulier. Donc, on utilise un PAN qui s'appelle clipper. En fait, on va juste remplacer les caractères du milieu par des dièses et les données transitent comme ça. Donc, on arrive à le lire. C'est pas la carte qui dit t'as pas le droit de récupérer mon numéro, mais c'est nous après dans l'application où on dit les numéros du milieu on les affiche pas. On refait un petit test, Loïc. T'as pas autre chose? T'as pas ton iPhone? Ça marche si on essaie avec... Ma carte perso? T'as Apple Pay dessus? Ouais. On essaie avec ça? Vous regardez pas, hein, mais ouais. Ok, le numéro a bien changé. Alors allez-y, notez-le, hein, parce que... Vous pouvez toujours le noter, c'est pas le vrai. Avec les cartes générées sur téléphone, il y a un système de tokenisation auprès de la banque qui fait que la carte qu'on a sur Apple Pay, sur Google Pay, sont des cartes générées et sont spécifiques à vos devices. Donc techniquement, vous pouvez copier les informations, normalement vous ne devrez pas me prélever grand-chose. Bon alors moi je vous vois venir là, vous vous dites que les mecs c'est des rigolos, ils ont une carte factice, ils ont un téléphone, ils ont fait des tests, ils savent lancer un truc en NFC sur leur appareil. En fait les gars c'est des charlatans, ils ont hardcodé le numéro de la carte et puis ils l'affichent comme ça. Alors qui pense que c'est de l'esbrouf là et qu'on essaie de vous duper? Non, ça va? Sinon je voudrais proposer aux personnes de venir essayer avec leur carte après pour qu'on continue à remplir notre petit fichier. Ça marche avec les bah non, normalement, si tu mets donc c'est-à-dire si tu bloques le NFC de la carte avec un dispositif physique, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Alors, on n'a pas testé, mais en fait, après, c'est le principe du truc. En plus de ça, les puces NFC sur les téléphones sont quand même assez peu puissantes. Donc voilà, c'est pas avec ce genre de téléphone que tu vas réussir à passer à travers un shield comme ça que tu mets sur la carte. Ouais, t'avais une question? Bon, on le fera après si tu veux. Hop. Donc non, bien sûr, c'est effectivement des vraies requêtes qui partent. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Alors on a vu beaucoup de code, mais Loïc nous a aussi montré qu'il y a beaucoup de choses qui sont normées. La façon de faire transiter les données, c'est normé. On a vu que les codes pays, tout ça, tout est normé. Les échanges globalement sont normés. C'est bien documenté. On va trouver de la documentation facilement. Par contre, il y a beaucoup de documentation. Et c'est de la documentation un peu rédigée comme des normes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de rédiger des normes, mais ce n'est pas Agatha Christie. Ensuite, c'est globalement plutôt simple. Alors, ça peut paraître un peu hypocrite de vous dire ça après tout ce qu'on vous a montré, mais globalement,
il y a de l'algorithmique, pardon. On parle avec des tableaux de bytes, on a des fonctions récursives. Je pense que vous êtes un peu tous habitués à certains de ces concepts-là. Mais on voit que globalement, il y a assez peu d'échanges. J'ai résumé l'algorithme à la fin avant de vous le présenter en code. Ça a duré 15 secondes. Donc, une fois qu'on a bien compris comment fonctionnaient les échanges, on voit que le process de dire je vais récupérer le numéro de la carte, c'est pas si compliqué que ça. Le problème, c'est que comme disait Loïc, les constructeurs ne sont pas forcément d'accord sur l'endroit où est stocké le numéro de la carte, et donc du coup, il faut adapter régulièrement l'algo, il faut tester avec plein de cartes différentes. On a des contrôleurs qui remontent qu'ils n'ont pas réussi à contrôler telle ou telle carte avec telle ou telle banque, tel ou tel machin. Donc on est obligé de tester régulièrement et d'adapter l'algorithme en fonction. Et enfin, le mot de la fin, on ne peut pas tout faire. Il y a certaines infos qui sont propres à votre carte. Il y a des clés de chiffrement qui sont stockées sur votre carte, mais de façon physique, et qui ne peuvent pas être copiées, parce que je vous vois venir, vous vous dites, on est capable de lire un numéro de carte, on peut être capable d'en copier en se baladant dans le métro et en chopant les cartes des gens. En fait, en vrai, c'est pas si simple que ça. C'est pareil, le cryptogramme qui est écrit derrière votre carte, il n'est pas stocké de façon numérique dans votre carte, il est vraiment juste écrit sur la carte. Donc, par contre, on pourrait imaginer faire un paiement de bout en bout. Qu'est-ce qui nous empêche quelle sécurité on a contre ça, Luc ? T'as pas écouté mon chapitre sur le MV. Dans le chapitre sur le MV, on précisait justement que la puce était chiffrée et avait un système de vérification. On va avoir un système de vérification sur les transactions qui fait que si la puce détecte une transaction avec les mêmes données plusieurs fois d'affilée, elle peut trouver sa louche et donc bloquer les transactions. Vous avez sûrement déjà eu le cas quelques fois avec votre carte qui d'un coup n'accepte plus le paiement sans contact. On est sur le même principe. Voilà, ça termine un peu notre présentation. J'espère que ça vous a plu. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous en parler ou en direct ou nous poser des questions. Sinon, on est sur le stand Worldline qui est au bout du couloir là-bas. On y reste sur les 2 jours. On repart demain midi. Donc, n'hésitez pas à venir nous en parler. Juste, on vous a remis donc les références dont on s'est servi, notamment la première qui est un peu plus vulgarisée que la norme sur les échanges EMV et une librairie qui est écrite en Java en open source qui reprend le même protocole que celui qu'on vous a décrit. Nous, on ne peut pas vous donner accès au repo de notre application et de notre librairie parce que c'est pour 2 raisons. Déjà parce que c'est du code propriétaire et puis parce que le code complet ça aurait été un peu lourd. Mais donc voilà, n'hésitez pas à venir nous en parler et si vous voulez bien nous faire un petit feedback avec le QR code, ce serait très gentil pour qu'on puisse s'améliorer pour les prochaines présentations. On a un peu de temps pour les questions, si vous voulez. N'hésitez pas à répéter les questions. D'accord. Très bien. Oui ? C'est une très bonne question. Pour des aspects sécurité déjà, en fait au niveau des transactions, globalement, il faut que les appareils soient certifiés, c'est ce que j'expliquais, pour pouvoir faire des paiements. Ce qui n'est pas le cas forcément de tous les téléphones Android. Après, il existe des terminaux de paiement sous Android aussi, que vous pouvez trouver dans les magasins. Ce n'est pas des téléphones, mais c'est des terminaux de paiement avec un grand écran qui tournent sous Android. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est... Ouais. Vous étiez tous les deux dans le même axe. Excuse-moi, vas-y. Vous battez pas, hein. Alors on a... Alors on a essayé de le faire nom prénom, je sais plus si on avait réussi à le faire parce que là du coup c'était hors scope c'était éclatant on va dire. Nous le but c'était vraiment de récupérer le numéro, le PAN et la date d'expiration. Et après voilà on a essayé de creuser un peu plus loin sur le facteur de forme, tout ça c'est pareil, c'est des commandes en plus à envoyer pour récupérer les infos. Le nom prénom je sais plus si on avait réussi à le faire Loïc.
Je ne crois pas. Il y a certaines informations, comme le facteur de forme typiquement, que tu retrouves sur certaines cartes, mais pas toutes. Donc ça va être au cas par cas, et il me semble que ces informations-là, on ne les a jamais récupérées. Non. Mais quand on s'était renseigné, il y a encore de ça quelques semaines, j'avais vu que ces informations-là sont considérées comme non critiques. C'est-à-dire que voilà, ils considèrent que globalement c'est pas grave si quelqu'un se balade et récupère ton numéro de carte comme ça facilement. Alors le nom, prénom, je ne sais pas si c'est possible aussi facilement. En tout cas, tout ce qui est numéro de carte, date d'expiration, ils considèrent que c'est pas critique parce qu'il te faut quand même des informations en plus pour faire un paiement. Ouais, du coup, tu avais une question ? Pour la certification, pour pouvoir faire un paiement, c'est au niveau de l'application ou au niveau de l'application plus le matériel? Alors, je pourrais pas répondre précisément à cette question-là. Je pense que c'est le matériel également. Il faut que tu puisses garantir, en gros, que ton... Après, en fait, derrière, là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est extrêmement local là sur ce qu'on fait. Le dialogue se passe uniquement entre le téléphone et la carte, mais il faut bien imaginer qu'après, ça va taper sur les serveurs des banques et tout ça. Et c'est à cet endroit-là où il faut une certification. Et du coup, je pense qu'il faut que le matériel soit vraiment certifié aussi. Il faut que tu puisses dire, j'installe mon application sur un terminal qui est certifié PCI DSS pour la sécurité des données bancaires. Ça veut dire qu'il y a des téléphones aujourd'hui qui ont déjà une certification. Je crois qu'il y a quelques applications comme ça qui permettent de faire des paiements avec un certain nombre de personnes. Je crois que Square fait ça, par exemple. Tu fais directement avec ton téléphone, ça, du coup, Il y a certaines applications, je crois, qui permettent de le faire. Ouais. D'accord. Parce que... Pas beaucoup, hein, Ouais. il peut y avoir une validation de façon de pouvoir le faire, mais il me semble que Square a fait ça il y a pas très longtemps. Et il a même fait avec les Jack. Oui, c'est ça. Ou alors il se connecte en Bluetooth avec un petit appareil à côté. Ouais. Et là, typiquement, nous, on est venu résoudre cette problématique-là parce que les contrôleurs, avant, ils avaient un petit appareil qui était en Bluetooth avec leur gros appareil. Mais il faut bien imaginer qu'ils avaient ça, plus une imprimante pour les PV. Donc ils se baladaient avec leur imprimante en Bluetooth, leur gros téléphone et leur petit appareil pour scanner les cartes. Et du coup, voilà, on est venu les aider quelque part en proposant le scan de carte directement sur le téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Bon, bah, si c'est clair pour tout le monde, alors c'est parfait. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous.